Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après une vidéo concernant l'espace, nous retournons sur Terre mais dans les airs avec cette nouvelle vidéo concernant les épandages aériens. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses. Au niveau de cette vidéo, je vais essayer de synthétiser le mieux possible. Et puis surtout, bien sûr, à la fin, c'est toujours à vous de faire votre propre opinion, bien sûr, puisque on va essayer de faire un tour d'horizon de ce que sont les épandages et surtout de l'impact au niveau de l'air et de l'environnement et de la santé, au niveau de notre respiration, bien entendu. Donc c'est quand même une petite revue très importante et intéressante. Et, je vous remercie par avance de me suivre. L'épandage est une technique agricole consistant à répandre divers produits sur des zones cultivées, forêts, voies ferrées, marais, pour la démoustication, etc. Ça, c'est la définition classique, hein, on retrouve un peu partout. Ces produits peuvent être des biocides, pesticides, herbicides, fongicides, pesticides, des engrais chimiques, nitrates, hein, phosphate, potassium, mélange, des produits naturels comme des excréments d'animaux, des boues d'épuration urbaine, des effluents liquides, des boues d'origine industrielle. Les épandages aériens, et c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo. Là, on voit une vidéo d'un avion qui fait des épandages à basse hauteur, à basse altitude, si j'ose dire. Et bien évidemment, c'est par rapport à ces champs-là, mais c'est répandu dans l'air de toute façon. Ça rentre dans les terres, mais c'est répandu dans l'air. Donc, c'est toujours catastrophique. Hein, donc c'est quand même important de le dire. Puisque quand on lit cette phrase, qui est quand même difficile à digérer, si j'ose dire, il n'est autorisé que si on a démontré qu'il présentait des avantages manifestes pour la santé ou pour l'environnement, dûment justifiés par rapport à l'utilisation de matériel de pulvérisation terrestre. Des avantages manifestes pour la santé ou pour l'environnement, quand il s'agit d'épandage aérien, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'on disait sur Tchernobyl? Que ça s'arrêtait à la frontière. C'est-à-dire que c'est le raisonnement sur l'air voilà, qui va partout sur cette planète. Et là, c'est quand même terrible. Alors en Europe, qu'est-ce qu'on dit? Il fait en Europe et en France, au lieu de réglementation, depuis le 26 novembre 2011, tout pesticide utilisé en épandage aérien doit avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique à cet usage. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est les pesticides dans l'air. Et ce que ça nous dit ici, épandage aérien de pesticides, qu'on a vu, ce mode d'épandage est celui qui est le plus susceptible de polluer l'air. Il est peu utilisé en Europe, mais fréquent aux États-Unis. Qui est le plus susceptible, c'est pas une question de susceptibilité, c'est une certitude. Là, pour le coup, ça pollue l'air avec certitude, les pesticides. C'est absolu. Et c'est en premier lieu les agriculteurs qui sont touchés. Alors, bien évidemment, un article très intéressant de respirasso.org. Les pesticides dans l'air, bien évidemment, je mettrai en lien. Je vais lire la quintessence comme d'habitude. C'est toujours intéressant. Alors, la France, plus grand consommateur européen de pesticides. Plus de la moitié du territoire français est cultivé. Malheureusement, la France est le plus grand consommateur européen de pesticides en tonnage. En 2003, 74 500 tonnes de substances actives ont été utilisées en France. Sur ce total, 41% sont des herbicides, 39% des fongicides, 9% des insecticides et 11% d'autres produits. Pas étonnant qu'après pulvérisation, on en retrouve dans l'air. Obligatoirement. Le nombre de pesticides autorisés sur le marché européen diminue, mais leur présence dans l'environnement reste très importante. Mesurer les pesticides dans l'air n'est pas obligatoire. Alors que les pesticides sont obligatoirement mesurés dans l'eau, normes européennes existant depuis 30 ans et dans les denrées alimentaires, rien n'oblige en France ou en Europe de mesurer leur présence dans l'air. Nous ne pouvons donc pas savoir chaque jour la teneur en pesticides dans l'air. Il n'existe pas à ce jour de plan de surveillance nationale ni de limite réglementaire sur les concentrations de pesticides dans l'air intérieur, extérieur. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on peut se dire, humblement et honnêtement, tout simplement intellectuellement, que au niveau des avions, c'est pas contrôlé. Les avions qui font pas des épandages, mais avec leur traînée blanche, leur traînée de condensation, je vais y revenir juste après, eh bien, s'ils lâchent des produits chimiques, eh bien,
ce ne sera pas maîtrisé aussi. Et donc c'est là où il faut voir, je veux dire, l'embrouille, si j'ose dire. C'est quand même, on mesure dans l'eau et pas dans l'air. Pourquoi? Ce sont des éléments, ils font partie des éléments primordiaux. Donc c'est à mettre au même niveau, à la terre aussi. C'est quand même une catastrophe. Pourtant, les pesticides sont bel et bien présents dans l'air, en zone rurale comme en zone urbaine, et dans l'air intérieur comme extérieur. Heureusement, depuis 2000, la plupart des associations de surveillance de qualité de l'air, AXA, en France, mesure leur concentration pour établir un état des lieux de leur présence dans l'atmosphère sur le territoire national et évaluer le risque sanitaire que cela représente. Quelques mesures ont également été faites sur la contamination de l'air intérieur par les pesticides. Donc c'est quand même intéressant. On a l'étude d'Air Paris, bien sûr, avec les composés, et avec les pesticides mesurés aussi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment les pesticides se retrouvent dans l'air. Tiens, là, on a un schéma intéressant de transmission des pesticides vers l'atmosphère. Donc là, on voit le camion d'agriculture qui fait des épandages. Là, on a les épandages aériens et là, on a les épandages terrestres, si j'ose dire. On a volatisation, érosion, dégradation, bien sûr, et le ruissellement, infiltration. Donc, dans quasiment tous les éléments, l'eau, la terre et l'air. Voilà, c'est une catastrophe, tout simplement. Pendant l'épandage, en fonction des conditions météorologiques et des modes d'application, de 25 à 75% des produits phytosanitaires ne se déposent pas sur les aires traitées. C'est quand même énorme. De 25 à 75% de ce que veulent les agriculteurs, eh bien, ça va dans l'air. De 25 à 75%, c'est quand même énorme. Ce taux peut même atteindre jusqu'à 90% sur des sols humides. Cela contamine l'air, les brouillards et les pluies. Donc, voilà, en fait, les agriculteurs, voilà, ils font ça, mais 90%, ça ne va pas à l'objectif. En maximal, mais à quoi ça sert? Quand on sait que ça fait du mal. Le pesticide peut donc s'introduire dans l'air de l'application, mais aussi après leur dépôt en se volatilisant ou encore en s'y diffusant par des phénomènes d'érosion. De la même façon, les pesticides utilisés par les particuliers, jardinage, traitement des animaux ou par les municipalités, entretien des parcs, des cimetières, de la voirie, se retrouvent également en partie de l'air. Alors, les pesticides dans l'air amplifient les pics de pollution des pesticides français jusqu'en Antarctique. Les pesticides pistables peuvent subir des transports à longue distance en fonction des formes, mais contaminer ainsi les zones les plus reculées de la planète, telles que l'Antarctique. C'est quand même du Roundup dans l'air aux États-Unis. Selon l'USGS, l'herbicide révèle que l'herbicide Roundup, dont la molécule active est le fameux glyphosate, et le sous-produit toxique de sa dégradation ont été trouvés dans plus de 75% des échantillons d'air et de pluie testés dans l'État du Mississippi en 2007. Donc c'est quand même incroyable. Alors, comme je disais, c'est intérieur-extérieur, c'est pollué, hein, bien sûr. Différents usages, c'est très 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 intéressant. Hein. Certains pesticides persistent dans l'environnement des années après leurs interdictions. La contamination est au plus fort en été et au printemps, bien sûr, quand il fait chaud. L'air extérieur est plus pollué à la campagne et en ville. Alors pour terminer, cet onglet extrêmement important, très riche, hein, intéressant d'informations. Quel danger pour la santé? Eh oui, il y a deux formes d'intoxication aux pesticides. Une intoxication aiguë, liée à une très forte exposition sur un temps court, pouvant provoquer empoisonnement, risque cutané et oculaire. C'est pour une intoxication aiguë que l'agriculteur Paul François a entamé des poursuites juridiques contre la société américaine Monsanto, qu'il a d'ailleurs gagné. Et une intoxication chronique liée à une plus faible exposition sur un temps plus long. Celle-ci peut provoquer de nombreuses maladies comme de l'asthme, des diabètes, des cancers, de l'infertilité, des malformations, encore des troubles neurologiques, Alzheimer, Parkinson et l'autisme. En effet, les pesticides peuvent contenir parmi le savant mélange de produits chimiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Ces derniers imitent le comportement de nos hormones et viennent se placer sur les récepteurs à leur place, générant des troubles hormonaux. Sans oublier que de nombreux pesticides sont des perturbateurs endocriniens et tout leurs effets néfastes connus sur la santé. Et oui, c'est très nocif pour la santé, les pesticides. Il y a 25 à 75% de volatilité qui ne vont pas sur les champs. Et même si ça va sur les champs, ça dégrade la terre aussi. Pour plus d'informations sur les dangers de la santé, retrouvez le dossier santé et pesticides sur le site Génération Future.
Petit point d'actualité, vous avez certainement entendu parler de cette famille de pesticides appelés néonicotinoïdes. Ils seraient responsables en partie de la mort des abeilles. Ah, on imagine déjà quels effets néfastes ils pourraient avoir sur notre santé. Les néonicotinoïdes sont des familles d'insecticides neurotoxiques dérivés de la nicotine. Ils agissent sur le système nerveux central des insectes, provoquant une paralysie mortelle. C'est terrible que les agriculteurs mettent ça. Le problème, c'est les effets secondaires des épandages. Entre 25 et 75%. Ça tue la nature complètement. Ça fait beaucoup de mal dans l'air. Et puis surtout les abeilles. On dit les abeilles disparaissent, mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est quand même important de le comprendre que les abeilles disparaissent, c'est à cause des pesticides. Notamment en grande majorité, hein. Bien sûr. Des solutions existent, des solutions alternatives aux pesticides existent. La première solution pour faire diminuer l'utilisation des pesticides par les agriculteurs de consommer bio le plus souvent possible. En tirant de la demande, l'offre suivra. Donc voilà, je mettrai en lien, c'est très important, bien sûr. Alors, pour continuer le raisonnement, nous avons aussi les avions, bien sûr, au niveau des épandages. C'est ce qu'on appelle les traînées de condensation. Et comme je vous disais, c'est là le bas blesse parce qu'on ne peut pas savoir la toxicité hein, de l'air. Et donc, forcément, quand on voit des traînées blanches, on peut déduire systématiquement hein, que ce sont des traînées de condensation d'avion. Mais si on a un raisonnement plus logique, hein, on peut penser que cela peut être aussi des épandages dits clandestins. C'est-à-dire qu'on fait passer ces traînées blanches de condensation, alors qu'en réalité, ce sont des traînées blanches clandestines, des épandages clandestins dits chemtrails. Bien évidemment, si on s'arrête à la couleur blanche, on dit que c'est des couleurs blanches, donc on s'en occupe pas et c'est ça. Et c'est ça qui fait endormir les populations. Moi, je suis là pour informer au mieux et surtout d'avoir les deux points de vue, notamment par rapport à ce sujet. Sur France Culture, les déclare par Nicolas Martin, les avions diffusent-ils des produits chimiques à notre insu? Alors, les traînées d'avions blanches visibles dans le ciel contiennent-elles des produits chimiques qui retombent dans l'atmosphère et influencent nos comportements? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette théorie, au premier abord fantaisiste, est pourtant partagée par des milliers d'internautes depuis les années 90. Selon ces adeptes des agences gouvernementales, obscures se serviraient des avions de ligne pour diffuser dans l'atmosphère des substances chimiques. L'épandage à grande échelle servirait au choix à rendre les humains plus dociles, à réguler la population mondiale, à diffuser certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, ou encore à lutter contre le réchauffement climatique. Ces théories du complot sont peu abordées dans les médias, ce qui ajoute davantage au mystère et laisse le champ libre aux internautes conspirationnistes. Le chanteur Prince, lors d'une interview de 2009 sur la chaîne PBS, il expliquait avoir eu des comportements étranges dans son voisinage après le passage de ces traînées dans le ciel, comme si un produit dans l'air ambiant avait échauffé les esprits. Alors Olivier Boucher, hein, on le questionne dans cette interview de France Culture, directeur de recherche au CNRS et climatologue au laboratoire de météorologie dynamique, il répond à nos interrogations sur les chemtrails. Alors bien évidemment, c'est un directeur de recherche au CNRS, il va, bien évidemment, comme l'égyptologie, hein, il va nous expliquer le raisonnement qu'on lui dit. Hein. Bien sûr, alors il y a quelques courageux qui sortent des sentiers battus, si j'ose dire. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué. Ce ne sont pas des théories conspirationnistes. Et moi-même, j'essaie d'informer de manière humble et de manière structurée, bien sûr, pour savoir le point de vue d'un directeur de recherche au CNRS. Bien sûr, alors, on le sait, hein, ce qu'il va dire. Alors, les traînées d'avion contiennent-elles des produits chimiques secrets? Et bien sûr qu'il va dire non. C'est un directeur de recherche, il ne va pas demander aux autres entreprises. Voilà. Mais lui, il dit non. Voilà. Les chemtrails sont devenus risqués et c'est sa vision. Moi j'expose. Il n'existe pas, par contre, les traînées d'avion, elles, sont bien réelles. C'est un nuage artificiel, mais c'est un nuage. Le mécanisme de formation d'une traînée d'avion n'est pas très différent de ce qu'on peut faire simplement en expirant de l'air chaud des poumons qui est humide.
et on voit un peu de buée qui se forme. De quoi se composent ces nuages? Le moteur d'avion génère une combustion. Comme toutes les combustions, elle produit des résidus, donc des particules et de la vapeur d'eau qui est invisible et de la chaleur. C'est le mélange entre l'air chaud et l'air humide qui sort de la tribune et l'air sec de l'attitude de l'avion qui provoque la condensation de cette vapeur d'eau en liquide et en glace. Puisqu'il fait très froid, l'eau se congèle très vite. Dans quelques conditions météorologiques apparaissent ces traînées. Ces traînées se forment à des altitudes de 10 à 12 km, un peu plus dans les tropiques, mais moins dans les hautes altitudes. Les avions volent au bon endroit pour former ces traînées. Si l'air est très sec, il n'y a pas de formation de traînée d'avion. Si à l'inverse, l'air est un peu plus humide, il peut y avoir condensation et il va y avoir une traînée qui va se former derrière chaque moteur. Si l'air est suffisamment pur, on va plus facilement voir les différentes traînées suivant les conditions atmosphériques. On peut plus ou moins bien voir les traînées. Peut-on utiliser ces traînées pour influencer le climat? Les traînées d'avions n'ont rien à voir avec les géo-ingénieries. On utilise les avions pour diffuser des produits chimiques dans des grandes cultures. Oui, mais ça va dans l'air. L'air, ça ne s'arrête pas aux cultures. Il faut avoir un raisonnement plus large. Quand on lit, évidemment, une interview, c'est toujours ça que vaut. C'est l'objectif, les cultures. C'est sur les cultures, mais l'air va partout. C'est ça qui ne va pas dans le raisonnement. Pour modifier le plan, ça marche ou ça ne marche pas en injectant des particules dans des situations orageuses. Là, on parle d'autre chose. Il y a une confusion qui vient du fait que certaines méthodes de la géo-ingénierie proposent d'injecter des aérosols, des particules dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère, au-delà de 15-20 km. Mais c'est une proposition, quelque chose qui est à l'étude. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisé à l'heure actuelle. Et les programmes scientifiques étranges grec comme le projet HARP. Le projet HARP, c'est un projet issu des créations de Nikola Tesla. Dans les années 50, voilà, on a pris les mises en place techniques de création de Tesla et on a fait d'autres mises en place. C'est un autre projet. Bien évidemment, j'ai fait une vidéo sur Nikola Tesla. C'est création, quasiment. Tout le projet est basé sur ça. Bien sûr. Après, c'est pas une question d'y croire ou pas, c'est un fait. C'est un projet d'étude de l'ionosphère, parce que l'ionosphère, justement, son projet, c'était l'énergie libre, au niveau de l'ionosphère, puisque, bien sûr, je parlais du système solaire, avec bien sûr, une planète qui tourne autour du Soleil et qui, forcément, a l'énergie libre. Tout simplement. Et qui est une partie de l'atmosphère encore plus haute, qu'on étudie pour la transmission des ondes, pour la communication entre les satellites et la Terre. Mais il n'y a aucun rapport avec les traînées d'avion ou la géo-ingénierie. Ces traînées sont-elles dangereuses pour la santé? Il n'y a aucun impact de ces traînées d'avion sur la santé humaine. Par contre, à proximité des aéroports, l'activité aéroportuaire génère quelques pollutions, tout comme les autres activités, donc il peut y avoir un impact sur la qualité de l'air. Certains affirment que ces traînées sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. Le trafic aérien prend un rythme de 3 à 5%, donc ça fait 3 à 5% plus d'avions d'année après année. On voit de plus en plus de traînées d'avions parce qu'il y a plus d'avions dans le ciel. Quel est leur impact sur l'environnement? Toute activité économique a un impact sur le changement climatique. Les traînées ont deux effets opposés sur le climat. Elles réfléchissent le rayonnement solaire, donc il y a moins d'énergie solaire qui arrive sur la planète. Elles créent l'effet de serre, elles empêchent la planète de se refroidir. Ces effets se composent, mais il y a peut-être un petit réchauffement qui l'emporte, même si cet effet est petit, la contribution de l'aviation au réchauffement climatique est de l'ordre de 3%. Tous les effets s'additionnent et on a un changement climatique qui est bien réel et une contribution du secteur de l'aviation loin d'être négligeable par rapport aux services rendus. Donc voilà, ça c'est plus le raisonnement mainstream, si je veux dire, au niveau de France Culture et de l'interview d'un directeur de recherche au CNRS. Bien sûr, on ne nous dira pas, c'est pas endormir les populations, c'est que c'est aux populations aussi de se réveiller et d'aller chercher les informations. Voilà. Si on dit c'est pour faire des épandage sur les cultures, ça va dans l'air, ça va partout, et c'est toxique pour l'air et l'environnement. Voilà, tout simplement. Alors, bien évidemment, j'ai un contenu additionnel sur actuchemtrailsoverblog.com. Il y a beaucoup d'informations au niveau des chemtrails. Alors, bien sûr, pour continuer, qu'est-ce qu'un chemtrail? Bien sûr, parce que c'est là le cœur du problème, le cœur du réacteur nucléaire, si j'ose dire.
Tout d'abord, beaucoup de gens, dont moi-même, ont pour habitude de nommer toute traînée suspecte un chemtrail, c'est-à-dire toute traînée remplissant une ou plusieurs caractéristiques. La traînée persiste plusieurs heures, la traînée ne se dissipe pas mais s'étale, la traînée est rarement seule, observation de quatriage, la traînée peut se trouver hors des couloirs aériens, hein. Les traînées forment un voile nuageux les deux. Or, on se rend compte que lorsqu'on approfondit le sujet, que cela renvoie à plusieurs sujets distincts et que donc au final tout est mélangé. Si l'on devait définir les termes contrail et chemtrail, voici ce que je proposerais. Un contrail est une traînée d'avion, alors que le terme chemtrail renvoie à un ensemble de sujets portant sur les traînées d'avion. Voici une liste de sujets parlant de traînées d'avion et appartenant au phénomène des chemtrails. Justement, c'est ça qui est intéressant. La géo-ingénierie porte sur l'élévation de l'albédo de la Terre par épandage de microparticules dans l'atmosphère. C'est ce sujet qui a le plus de suspicion du doute, comme quoi ce technofixe serait déjà utilisé. Les épandages militaires qui permettent de brouiller les radars et les missiles peuvent aussi en améliorer la transmission, voire aussi la propagation d'ondes visibles par l'utilisation des traînées peu après qu'elles se soient étalées. Les épandages de divers pesticides sur la population, c'est ce que je disais. Les épandages exceptionnels, corrosifs, agents orange, tout ce qui se rapporte à l'ensemencement des nuages et à la modification du temps, notamment grâce à l'épandage d'iodure d'argent, Progestin Fury Sirius, les épandages bactériologiques, technologiques, expérimentaux, morgeons, fibres de polymère, Smart Dust, nanotechnologie. Il est donc important, lorsque l'on parle de chemtrail, de savoir dans quel sujet on se situe, car elles n'ont pas forcément de lien entre eux. Elles sont encore moins mises en place par les mêmes personnes. Ce qu'il faut savoir, un contrail a officiellement 3 étoiles, non persistant, persistant mais ne s'étalant pas, persistant et s'étalant pour voiler le ciel. Là où il y a plus de doutes et de critiques, c'est sur le 3e état, lorsque les traînées voilent littéralement le ciel, car c'est l'un des projets proposés par la Géo-ingénierie, puis vous avez quelques vidéos sur Actu Chemtrail Overblog. Et puis j'ai un lien de contenu additionnel qui explique vraiment toute la séquence sur les chemtrails. C'est un raisonnement, c'est la vie. Il faut toujours avoir son esprit critique. Et bien évidemment, moi j'essaye de synthétiser. Et bien évidemment, je vous invite à chercher un peu plus. Parce que c'est terrible. Hein, c'est terrible. L'alimentation, la 5G, voilà, on est complètement quadrillé. C'est très 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 difficile. Voilà. Et au niveau des épandages, de toute façon, malheureusement, ce sont les agriculteurs qui en souffrent d'abord. Alors sur Crop Science, pour terminer cette vidéo, chemtrail, pourquoi nous pulvérise-t-il? Alors c'est un raisonnement d'une personne, bien évidemment, qui analyse jour après jour l'impact de ces chemtrails, de ces produits hautement toxiques, de ces épandages aériens. Et donc son raisonnement est quand même important pour comprendre vraiment ce qui se passe. Nous on est là, on n'est pas experts, voilà, on essaie de comprendre. Et de voir un peu les avis de Stéphane Brignone. Et il y a de ce monde une élite diabolique qui dépense énormément d'argent, d'efforts, pour méthodiquement et silencieusement gazer les populations, les animaux et rendre notre nature totalement stérile. Il s'agit des épandages aériens de produits hautement toxiques ou chemical trails, dit chemtrails, depuis 1995 en Amérique du Nord et 2002 en Europe. Effectivement, moi j'ai vu qu'en 1990 en France, j'étais bien sûr. Et effectivement, je ne constatais pas ça. Hein. C'est clair, c'est une vérité absolue. C'est très toxique, contient de l'aluminium. On sait ce que ça fait l'aluminium. Notamment, il y en a dans les vaccins, j'en ai parlé. Du barium, strontium, lithium, cadmium, minerai, cuivre, manganèse, soufre, phtalate, bactéries, virus, sériles, érythrocytes, particules diverses. Voilà plus de 6 années. Lors de mes veillées ufologiques la nuit, également le jour, j'observe dans le ciel du sud de la France et dans d'autres départements, quasi quotidiennement, un balai aérien incessant d'avions en nombre injustifié qui produisent à toutes les altitudes ce nouveau type de traînées persistantes qui ont subitement remplacé les courtes fines et rares traînées de condensation nécessairement émises au-dessus de 8000 mètres que l'on connaissait auparavant. Plus c'est haut, plus c'est l'air est frais, donc on voit ces buées, buée d'avion, c'est chaleur d'avion, c'est traîné bien sûr,
Ces traînées d'avion d'un nouveau genre restent des sœurs dans le ciel, ces talents et formant une couche nuageuse artificielle blanchâtre. Et effectivement, on voit, effectivement, c'est pour ça que je dis que traînées blanches, oui, voilà, comme ça les populations se disent, voilà, voilà. C'est les traînées de condensation classiques des avions. En fait, il y en a, effectivement, il y en a qu'on voit qui sont à moins de 8000 mètres d'altitude. On en voit qui sont très bas quand même, hein, ces traînées d'avion. Et c'est dans la forme de couche nuageuse artificielle blanchâtre, justement. C'est artificiel, on est bien d'accord. Il semble que le ministère de la Défense ait transformé de grandes parties du pays en un laboratoire géant pour conduire une série de tests secrets de genre bactériologique sur le public. Son nom, la géoingénierie, ça c'est dans le Var, hein, les Alpes-Maritimes dans le Var, en 2015. Plusieurs éléments le prouvent car à ce jour, de nombreuses analyses démontrent le caractère hautement morbide des retombées. Plusieurs échantillons de filaments aéroportés collectés entre novembre et décembre 2012 sur l'ensemble du territoire français ont été adressés au Centre indépendant d'investigation et d'expertise en chimie organique, Institut Bernard Telliez Analytica, à Cuers dans le département du Var. Donc là aussi on revoit ces importants épandages aériens dès le lever du jour. Il apparaît que ces filaments aéroportés sont des polymères organiques complexes contenant des composants chimiques de synthèse, comme le montre le dépistage GCMS systématique réalisé sur de nombreux produits de leur décomposition thermique, parmi lesquels figurent plusieurs molécules couramment rencontrées dans les carburants et lubrifiants de réacteurs d'avion. Les échantillons contiennent plusieurs composés aromatiques, toxiques, synthétiques, phtalates, et 3 d'entre eux contiennent du DEHP, un représentant de cette famille de produits chimiques particulièrement redoutés à cause de ses propriétés de perturbateurs endocriniens. C'est ce que je disais aussi pour les pesticides. Toutes les molécules organiques, en particulier les composés hétérocycliques, présents dans ces échantillons de filaments aéroportés, sont préoccupantes à la fois sur le plan de la santé publique et de leur impact environnemental. Après avoir longuement étudié la composition de ces produits d'épantage, je me suis récemment décidé à faire une prise de sang ciblant certains toxiques que l'on retrouve dans les chemtrails. J'ai alors attendu une période d'épandage d'au moins 24 heures au-dessus de cette partie de mon département avant de faire le prélèvement sanguin. En ce qui concerne la recherche de barium et strontium, les résultats obtenus sont époustouflants et extrêmement inquiétants pour notre santé. Preuve que l'on retrouve ces poisons dans notre sang, dans notre corps. Nous sommes tous concernés par cette pollution généralisée de l'air que nous respirons. On ne peut passer sous silence un tel acharnement à vouloir rendre les populations malades. Notre temps est compté. Je constate dans mon entourage de très nombreux cas d'Alzheimer, de polyarthrite, de fibromyalgie, de cancer, ainsi que toutes sortes de maladies respiratoires. Tous les jours, on nous empoisonne un peu plus, les personnes souffrent et disparaissent dans l'incompréhension de ce qui leur arrive. Cette chose répétante porte le nom de génocide planétaire programmé. Donc, c'est la dernière phrase que je vais terminer. Avant qu'il ne soit trop tard, informez-vous, et c'est ce que je fais. Et n'hésitez pas à continuer en ce sens pour tous les enfants, pour cette merveilleuse nature dont nous dépendons tous et toutes. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Bien évidemment, c'est un sujet, c'est un dossier qui n'est pas clos, c'est un dossier qui est ouvert. Il y a encore beaucoup de choses à vérifier, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos informations complémentaires, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Merci à vous de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci.